Ça marche. Bonjour, je m'appelle Niels, je suis doctorant ici à l'Institut des études romanes et je vais vous présenter ici Kamel Benkaba, qui est juste derrière moi, et qui lui est chargé de cours à MEF. MEF, c'est l'Institut dont on pourrait traduire le nom à quelque chose comme Institut des médias, de la connaissance et de la communication à notre université ici. Et il travaille dans le domaine du film. Il travaille en ce moment sur le film scandinave, le film danois. Et il a également travaillé sur les films du Moyen-Orient et particulièrement aussi sur le surréalisme de Louis Buñuel. Et de temps en temps, Kamel va à Aix-en-Provence, en France, pour enseigner aussi, pour donner des cours d'histoire du film, des cours sur les sciences du film, si on ose ce mot. Et il a aussi enseigné il y a quelques années, ici, à notre institut ENGROM, qui se traduit en français à l'Institut d'études anglaises, germaniques et romanes. Et finalement, il a travaillé sur des thèmes tels que la libération de la France au cinéma et la musique au cinéma. Et finalement, la nouvelle vague aussi en France. Et Kamel va nous parler maintenant de l'histoire des cinémas du Maghreb et du cinéma dit beurre. Et je laisse la parole à Kamel. Très bien, merci. Alors, comment je fais pour... Oui, voilà. C'est bien ça. Comme ça. Voilà. Parfait. Bien, donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir de parler des cinémas au pluriel du Maghreb. La première raison est que ces cinémas-là sont mal distribués au niveau international. Donc pouvoir en parler permet d'avoir une plus grande visibilité sur ces cinémas-là. Alors évidemment, le Maghreb est constitué des trois pays que sont l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et ils ont un rapport étroit avec la francophonie, puisqu'il s'agit d'anciennes colonies. Alors le rapport avec le cinéma, lui aussi, est très ancien, puisque dès 1896, l'un des opérateurs des Frères Lumière, Alexandre Promiot, a réalisé des films très courts d'une cinquantaine de secondes en Algérie. Alors ici, vous avez un exemple avec la place du gouvernement, qui depuis a été rebaptisée la place des Martyrs à Alger. Donc ça permet, comme l'esthétique des Frères Lumière le met en avant, de saisir la vie sur le vif. Alors, vous voyez ici le passage effectivement de la population qui est mixte, des Européens, mais également à l'arrière-plan des Algériens. En 1929, le grand Jean Renoir va tourner un film également en Algérie qui s'intitule Le Bled. Alors ce n'est pas un très grand film, il n'apporte rien à la filmographie très riche de Jean Renoir. Et donc on va passer à l'année 1937 et au film Pépé le Moko de Julien Duvivier, l'un des grands réalisateurs du réalisme poétique français, au même titre que Marcel Carné. Alors ici, l'histoire se déroule dans la Casbah d'Alger et met en scène un caïd parisien interprété par Jean Gabin, qui essaie de fuir certains poursuivants. Alors ce qui est intéressant, c'est l'une des premières fois où l'un des rôles principaux est attribué à un personnage censé représenter un Algérien. En l'occurrence, ici, nous avons le personnage de l'inspecteur Slimane, qui n'est pas très bienveillant à l'égard de Jean Gabin, et qui va finalement contribuer à la perte de celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que le film se déroule dans la Casbah d'Alger. Alors, en termes de spatialité, la Casbah d'Alger représente quelque chose d'extrêmement intéressant, puisqu'elle est située au centre même de la capitale algérienne et qu'elle permet
de représenter une sorte de labyrinthe avec des formes spécifiquement musulmanes. Et c'est une chose qui va être reprise plus tard dans la bataille d'Alger, dont je parlerai, mais je voudrais avant cela évoquer le nom de René Vauthier, qui est l'un des réalisateur majeur de l'histoire du cinéma français, et en même temps le réalisateur qui a été le plus censuré en France. En 1957, René Vauthier crée le groupe Farid. Il va s'allier à la cause du FLN, du Front de Libération Nationale, et réaliser des documentaires, notamment L'Algérie en flammes, qui bien entendu sera interdit, et aussi en 61 un film qui s'intitule J'ai 8 ans, réalisé avec la collaboration de Frantz Fanon. C'est un film absolument remarquable, un court-métrage de 9 minutes qui montre face caméra le témoignage d'enfants de 8 ans et de leur rapport à la guerre. C'est d'une émotion intense. René Vauthier est connu également pour avoir 20 ans dans les Aurès, qui aura des problèmes, également avec la censure, et d'autres films. Donc on montre ici que le rapport à la représentation par le cinéma des conditions de vie de l'Algérie et notamment du conflit sont extrêmement délicates. Et en 1966 est créée la première grande œuvre algérienne, La bataille d'Alger, réalisée par un Italien marxiste, Gillo Pontecorvo. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la réception, ce film a été perçu de deux manières radicalement différentes. Dans le monde anglo-saxon, il a été très rapidement encensé comme l'une des œuvres majeures de l'histoire du cinéma, au même titre que Le Cuirassé Potemkin de Sergei Mikhailovitch Eisenstein ou La Grève du même réalisateur. Alors qu'en France, il y a eu beaucoup plus de distance vis-à-vis de cette œuvre. Alors à cela, deux raisons, évidemment. La première, c'est que le conflit ne pouvait pas être évoqué 3 ou 4 années après la fin de la guerre d'Algérie. La deuxième relève d'une perception esthétique qui a été fondée par le groupe des cahiers du cinéma, et notamment François Truffaut, Jacques Rivette et Jean-Luc Godard à l'époque. Mais il y a eu un article absolument dévastateur rédigé par Jacques Rivette sur le premier film de Gillo Pontecorvo qui s'intitule Capot. Et Capot se déroule dans les camps de la mort et se termine par une séquence célèbre qui nous montre Emmanuel Riva se projeter contre la grille électrifiée des camps de la mort et mourir dans d'atroces souffrances. Gillo Pontecorvo utilise un mouvement de caméra, un travelling avant, qui va dramatiser cet instant. Et dans son compte-rendu du film, Jacques Rivette va nous expliquer que la personne qui, à ce moment précis, lorsque Emmanuel Riva passe de vie à trépas, utilise ce travelling avant, cette personne-là n'a le droit qu'au plus profond mépris des critiques de cinéma. Parce que, selon lui, le cinéma, et notamment les mouvements de caméra, le travelling avant, est une affaire de morale. Alors c'est une question absolument subjective, puisque dans le même temps, les critiques des cahiers du cinéma portaient au nu quelqu'un comme Orson Welles, qui ne faisait pas d'économie de mouvements de caméra. C'était le style pour le style, en quelque sorte. Mais je pense que cet article assassin de Jacques Rivette a beaucoup fait pour la mise à distance de cette œuvre majeure de Gillo Pontecorvo. Alors évidemment, le film n'est pas sorti en 66 en France, il a fallu attendre 71, et dès sa sortie, malheureusement, les cinémas qui avaient décidé de le projeter ont fait l'objet de menaces terroristes de la part d'anciens membres de l'OAS. Donc, le film a été retiré de l'affiche. Et il aura fallu attendre 2005 pour que le film soit montré à la télévision française sur Arte dans une copie restaurée. Je vous montrerai un extrait, notamment la séquence d'ouverture, qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a un enjeu spatial éminent
et en même temps des valeurs esthétiques que l'on pourra souligner ensemble. Alors on va faire un saut de 9 ans, passé à l'année 75. Et dans cette décennie-là, entre 66 et 75, l'Algérie a produit de nombreux films qui glorifient le combat pour l'indépendance, où le FLN a le beau rôle. Et il y a un effet de propagande très fort là-dedans. Et Chronique des années de Brest, de Mohamed Lagdar Amina, sera l'apothéose de tout ceci. C'est un film épique, d'une durée de 3 heures, qui va être présenté à Cannes, et qui va obtenir la Palme d'Or à Cannes. Avant que le film soit retenu pour la sélection officielle, il y a eu une volonté de le retirer de cette sélection. Le maire de Cannes a fait des pieds et des mains parce qu'il pensait que la réaction des rapatriés serait extrêmement négative et il avait peur qu'il y ait des tensions. Le film a malgré tout participé à la sélection de ce festival de Cannes et a obtenu la Palme d'Or. Il a été mal perçu en France, mais il a été également mal perçu en Algérie. Parce qu'en Algérie, une nouvelle génération post-indépendance commençait à voir le jour. Et cette génération a trouvé sa plus belle expression filmique dans le film de Merzak Alouache, Omar Gatlatou. Si on traduisait en français Omar Gatlatou, ce serait Omar, la virilité le tue. Et tout le film décrit la crise de la masculinité dans ce pays maghrébin qu'est l'Algérie. Et en même temps porte un regard complètement désabusé sur les grandes promesses du FLN. Et décrit la situation quotidienne et misérable de la population algérienne. Là, on a le contre-pied absolu de la bataille d'Alger. Donc c'est très intéressant dans une perspective historique de situer les deux films et de voir l'évolution de la société algérienne. Là encore, on va faire un saut dans le temps et passer à l'année 90 et aller du côté de la Tunisie avec Alfawine, L'Enfant des terrasses. Un film qui a connu un grand succès au niveau international et qui, commercialement en Tunisie, a rassemblé 500 000 spectateurs, ce qui est énorme pour une population de 8 millions d'habitants. Le sujet y est pour beaucoup, parce que le film se fonde sur ce personnage, Nora, un adolescent de 12 ans, qui n'a pas encore d'identité sexuelle affirmée et qui peut finalement se déplacer dans 2 espaces distincts. La séparation des espaces est un élément extrêmement important dans la représentation filmique maghrébine. Il y a cette séparation entre l'espace masculin et l'espace féminin. Ce qui est intéressant, c'est que Nora peut aller dans le hammam, où se trouvent les femmes, observer les formes corporelles de celles-ci, et ensuite en faire le récit à ses amis, qui sont plus âgés que lui, et à partir de là, avoir... Et en même temps, le film est une sorte de métaphore sur la scoptophilie du spectateur, cette pulsion scopique qui nous engage à voir, à faire acte de voyeurisme et pouvoir satisfaire effectivement ce désir. Donc Alfawine est un film extrêmement intéressant et qui montre également une différence en Tunisie, parce que le statut de la femme est beaucoup plus favorable qu'en Algérie et qu'au Maroc. Et il y a au niveau législatif une parité entre hommes et femmes qui a été instaurée par Bourguiba dès son arrivée au pouvoir. Et tout ceci a été traduit au niveau filmique dans Alfawine. Alors pour montrer effectivement l'émancipation des femmes, toujours dans le cadre tunisien, un film qui a eu beaucoup de succès critique, Les Silences du Palais, de Moufida Tlatli. Alors ce qui est intéressant, c'est que Moufida Tlatli avait collaboré avec Merzak Alouache comme monteuse pour Omar Gatlatou. Ce qui nous permet de souligner la dimension transnationale entre les différents pays et cette collaboration qui traverse les frontières et qui est extrêmement importante. Ici, le film est fait de manière extrêmement subtile, utilise une narration complexe et permet de se faire
télescopé deux temporalités. Celle de l'indépendance de la Tunisie et 25 ans plus tard. Et permet également de transmettre les sentiments des personnages principaux à travers un regard spécifiquement féminin. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. En 1994, Merzak Alouache retourne en Algérie pour filmer dans l'urgence Bab el-Oued City. Et alors c'est assez intéressant parce qu'en même temps, il était à Paris en train de monter le projet de Salut Cousin, une comédie qui va lancer Gad Elmaleh, que tout le monde connaît maintenant. Et en même temps, donc, il retournait en Algérie pour filmer de manière quasi clandestine ce film Bab el-Oued City, qui montre les mécanismes de la montée de l'islamisme. Et le point de départ est assez anodin, puisque l'un des personnages principaux qui travaille la nuit et qui a du mal à dormir va retirer le haut-parleur du prêcheur, de l'imam, et à partir de là, il va déclencher quelque chose d'absolument terrible, et les représailles des milices islamistes. C'est pour ça que cette image est très révélatrice de l'enjeu de ce film. Et donc, les années 90 ont été la décennie noire pour l'Algérie, puisque pour faire un retour historique, il faut rappeler le contexte qui est extrêmement important. Rappelez-vous, en janvier 92 ont lieu des élections législatives en Algérie, et le pouvoir en place observe que le FIS, le Front islamique du salut, est sur le point de gagner ces élections. Donc il interrompt de manière brutale les élections, et à partir de là vont se créer différents groupes armés qui vont mettre à feu et à sang l'Algérie pendant une dizaine d'années. Entre autres le GIA, groupe islamique armé, et le MIA, le mouvement islamique armé, avec des massacres quotidiens dans des villages, et notamment cette image qui a fait le tour du monde, qui a obtenu le prix du World Press en 1997, photographié par Hossein, qui s'appelle la Madone algérienne, qui est une sorte d'image absolument saisissante et qui renoue avec l'iconographie de la souffrance du Moyen-Âge, avec la position de la femme endeuillée et la tentative de consolation de son ami. Donc c'est une image qui a marqué beaucoup les esprits. Et c'est pour ça que Bab el-Oued City se situe dans cette décennie, et qu'il faut rendre hommage à Merzak Alouache pour le courage dont il a su faire montre au cours du tournage de Bab el-Oued City. Il y a un autre film qui revient sur cette période, réalisé encore une fois par une femme, Yamina Bachir Chouir, qui s'appelle Rachida. Le film est remarquable et d'une intensité extraordinaire. C'est un long cri, hurlement contre la barbarie des terroristes. Je vous montrerai un extrait, vous allez voir comment la réalisatrice met tout ceci en place et fait partie de ce corpus de films importants du Maghreb. Soit dit en passant, le mari de Yamina est un grand réalisateur algérien également, Mohamed Chouik, qui a fait des films tels que La Citadelle et Youssef, qui font partie des grands films du cinéma algérien. Toujours sur le même thème, le terrorisme, un film marocain, Les Chevaux de Dieu, de Nabil Ayouch, réalisé en 2012 et qui revient sur les attentats perpétrés en 2003 à Casablanca, à 5 endroits différents. Alors ce qui est intéressant, c'est la manière dont Nabil Ayouch aborde le thème, parce qu'il montre que ces enfants, il s'agit d'enfants, peuvent être manipulés par des personnes beaucoup plus âgées, et il montre le degré de manipulation auquel ils sont soumis. En même temps, chez Nabil Ayouch, il y a un travail assez remarquable sur l'espace, la manière de représenter la banlieue de Casablanca, avec des paysages littéralement fracassés qui montrent la désolation psychique des personnages.
Donc un retour en arrière avec le même réalisateur, Nabil Ayouch, qui en 2001, 11 ans auparavant, a réalisé un film qui s'intitule Alizawa, prince de la rue. Ce film a obtenu un grand succès critique et commercial également. Alors ce qui est intéressant, ce film a pu voir le jour au Maroc en 2001 parce que les années de plomb étaient terminées. Le Maroc, d'un point de vue cinématographique, n'a pas produit grand-chose entre 61 et 99, l'année de la mort du roi Hassan II, qui d'une main de fer a su réprimer toute tentative de critique. Et c'est la raison pour laquelle, 2 ans après sa mort, on peut voir des films tels que Alizawa ayant cette dimension de critique sociale extrêmement importante. Il y a des références que l'on peut trouver dans ce film. La référence à Buñuel est évidente, notamment son film réalisé en 1950 au Mexique, Los Olvidados, chef-d'œuvre extraordinaire, qui nous montre le désœuvrement de la jeunesse vivant dans la banlieue du Mexique et la violence à laquelle elle est exposée. Donc Nabil Ayouch reprend un peu le type de configuration, constellation. Il y ajoute également une référence truffaldienne, celle des 400 coups, puisque à un moment donné, le personnage principal d'Ali pense que sa mère veut l'abandonner. Il explique à ses amis que sa mère est morte, comme le personnage d'Antoine Doinel dans Les 400 coups. Donc toutes ces références fonctionnent de manière intertextuelle et établissent un tissu extrêmement particulier qui transcende les frontières du Maroc. Vous reconnaîtrez également au premier plan de cette image Saïd Tagmaoui, qui était l'un des personnages principaux de La haine, le film de Mathieu Kassovitz réalisé en 1995. Alors ici, on a un ovni absolu. Quand ce film est sorti, film algérien de Tariq Teghia, l'un des critiques qui a rédigé un article là-dessus a expliqué qu'il s'agissait de Kafka multiplié par Camus, additionné à Antonioni. Donc d'une densité figurative absolument sidérante. C'est un film difficile à trouver, mais qui est une expérience esthétique hors norme, et qui s'appelle Teghia. Tariq Teghia avait réalisé en 2006 un film qui s'intitule Rome plus que vous, qui déjà était extrêmement prometteur. L'une des caractéristiques du cinéma maghrébin, c'est qu'il s'agit d'un cinéma de l'urgence, avec une profonde réactivité à l'actualité sociale, politique. Et là encore, nous avons une réalisatrice, donc Raja Amari, qui finalement nous livre sa vision du printemps arabe, qui a commencé en Tunisie en 2011, et donc avec Printemps tunisien, essaie de porter un témoignage particulier sur cette période de son pays. Le film est assez intéressant dans l'ensemble. Alors maintenant, on va faire un retour dans les années 80, parce qu'il y a des relations complexes entre les réalisateurs maghrébins et finalement les réalisateurs issus de l'immigration, qui entretiennent une relation très particulière avec le pays d'origine. Il y a le chercheur iranien Hamid Nafisi qui a établi une catégorie de différents types de réalisateurs. Il a écrit un livre majeur qui s'intitule « Un cinéma accentué » et qui porte sur l'exil et la diaspora dans la pratique cinématographique. Alors lui, ce qu'il considère comme réalisateur de première génération, ce sont les réalisateurs qui font l'expérience de l'exil. L'exil est synonyme de dimension individuelle. Quand on a un réalisateur qui a quitté son pays, qui se retrouve dans un autre pays,
et continue à faire des films, il y a cette dimension d'exil qui est très forte. On peut citer par exemple le cas de Tarkovsky, quand il va en Italie et réalise l'une de ses œuvres majeures, Nostalgia. Et là, c'est la situation typique du réalisateur exilique, si on utilise l'adjectif anglais. Mais il y a également le côté diasporique qui représente beaucoup plus la dimension collective quand on a un ensemble de réalisateurs de première génération. Et enfin, le troisième point, c'est celui qui concerne les réalisateurs ethniques postcoloniaux, donc qu'on pourrait appeler deuxième génération. Et c'est ainsi que l'on peut parler de cinéma beurre que l'on a vu émerger dans le début des années 80. Alors tout le monde sait que l'appellation beurre, c'est l'envers du mot arabe. Donc, et à partir de là, ça a donné cette appellation. L'un des premiers films qui relève de cette catégorie est celui de Mehdi Charef, Le Théorème d'Archimède, réalisé en 84 et sorti en 85. Qui est un film intéressant parce qu'il porte un regard extrêmement subtil sur la banlieue. Et il montre qu'il existe une mixité sociale. Et en même temps, parce que le film se déroule en banlieue, il a posé les fondements d'un malentendu. Parce que très souvent, on a fait l'équation film beurre équivaut à film de banlieue. Et ce n'est pas le cas, nécessairement. Là, par exemple, si vous prenez le film de Karim Dridi, franco-tunisien, réalisé en 95, Bye Bye, on a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que le film se démarque de l'esthétique de la haine. Et malheureusement, la haine a éclipsé ce film. Le succès de la haine a été extrêmement préjudiciable à de nombreux films, tels que Bye Bye ou Hexagone de Malik Shiban. Ce qui est intéressant dans Bye Bye, c'est que l'on a deux frères au début du film qui partent de Paris suite à une grande tragédie parce qu'ils ont perdu leur troisième frère et leur père les enjoint de les rejoindre en Tunisie. Alors il s'agit d'un road movie. Pour eux, la trajectoire spatiale est extrêmement importante puisqu'ils vont passer de Paris à Marseille. Marseille sera une étape extrêmement intéressante, puisque c'est une sorte de transition méditerranéenne avant de parvenir à la Tunisie. Donc ils vont se retrouver dans le quartier du Panier, qui est très particulier, et qui montre cette configuration spatiale spécifique à Marseille. Parce qu'en général, si on prend la configuration spatiale parisienne ou lyonnaise, les minorités ethniques habitent en banlieue, en périphérie, alors que Marseille accueille ces minorités dans leur centre. Et c'est quelque chose de très particulier et qui, filmiquement, permet à Karim Dridi de réaliser des choses extrêmement intéressantes. Donc si j'ai le temps, je vous montrerai un extrait de Bye Bye également. Alors, il y a un autre réalisateur majeur, que l'on peut considérer comme réalisateur beurre, qui est Abdelatif Kechiche, qui est d'origine tunisienne, qui a joué dans de nombreux films tunisiens, notamment Business de Nouri Bouzid, également le Thé à la menthe, réalisé en 1984 par Abdelkrim Bahloul. Mais en 2003, il livre ce film absolument remarquable, L'Esquive, qui renouvelle notre regard sur la banlieue, parce qu'il parvient à une combinaison assez unique entre le théâtre de Marivaux, les jeux de l'amour et du hasard, avec l'expression des sentiments amoureux d'un jeune banlieusard, Crimou, qui a du mal à exprimer ses sentiments pour sa dulcinée. En l'occurrence, cette jeune fille à l'écran. Et il y a une subtilité dans la captation des sentiments qui est absolument remarquable dans ce film. Et en même temps, un travail sur le langage qui combine à la fois le classicisme français et également la langue pratiquée en banlieue. Alors, un autre film important que l'on peut qualifier
Beurre, c'est Indigène. Rachid Bouchareb est un très bon réalisateur hein, qui, dès 1991, avait réalisé Cheb. Et il a eu de nombreuses difficultés pour monter ce projet Indigène. Et là, on voit effectivement hein, l'évolution en termes de positionnement pour ces réalisateurs Beurre, parce qu'il y a un désir de revenir hein, sur le passé et de valoriser hein, un aspect de ce passé avec effectivement les anciens combattants hein, de la Seconde Guerre mondiale issus hein, des colonies. Donc Indigène, en ce sens, a voulu réparer une injustice en termes de visibilité et en même temps rappeler hein, les hauts faits hein, de ces combattants. Ce qui est intéressant, c'est également la dimension paratextuelle du film, parce que le film était assorti d'une sorte de pétition. Le film a été créé à la suite d'un sentiment d'injustice hein, pour Rachid Bouchareb, quand il a appris que les pensions des anciens combattants issus des anciennes colonies étaient gelées depuis 1959, depuis la loi de finances hein, de décembre 1959. Donc le film, hein, d'une certaine manière, a fait prendre conscience à de nombreuses personnes que cette injustice devait être réparée, ce qui finalement a eu lieu hein, avec la promulgation de la loi de Jacques Chirac, hein, à la suite de ce film. Donc on voit ici hein, l'impact social hein, d'un film, qui transcende hein, finalement la dimension esthétique. Alors pour finir, un autre grand film hein, de Keshish, La graine et le mulet, est un film assez surprenant, parce que en prenant certains éléments de l'orientalisme, hein, notamment avec la fameuse séquence finale de la danse du ventre, il va complètement modifier la perception de ces éléments orientalisants. Le fait que le film se situe à Sète est en soi quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que Sète est une ville située au sud de la France et qui fonctionne comme une île en quelque sorte. Hein. C'est au sud de Montpellier. Il y a des enjeux encore spatiaux qui sont extrêmement importants. La Méditerranée est présente. Et le film nous montre hein, cette tentative d'une famille algérienne de monter un restaurant. Il y a des accents un peu à la manière de Frank Capra. On pense que cette famille va réussir hein, avec son projet. Et en même temps, il utilise un aspect de dilatation temporelle qu'on avait rarement vu auparavant. La danse du ventre, hein, la séquence finale est absolument interminable, hein, une vingtaine de minutes. Elle est montée de manière alternée avec la tentative de récupérer hein, sa mobilette du père, qui est un enjeu essentiel à ce moment-là, puisqu'il doit arriver à temps pour pouvoir finalement mener à bien son projet. Donc il crée un effet de suspense absolument étonnant à partir d'une situation que l'on n'a pas l'habitude de voir. Le ventre, la danse du ventre permet à la fille finalement de reporter l'attente des clients du restaurant, etc. Donc c'est quelque chose d'absolument fascinant. Bon, et vous savez que Abdelatif Keshish a obtenu la Palme d'Or hein, pour La vie d'Adèle. Donc on voit que son cinéma évolue hein, aussi, et qui n'est pas strictement cantonné hein, à la représentation des minorités hein, musulmanes en France. Alors si vous voulez bien, maintenant je vais vous montrer des extraits et les commenter. Hein, et ensuite on pourra avoir un échange. Donc il faudrait que... On va essayer de retrouver. Ça serait un peu court pour les choses. Ah, finalement j'ai débordé. Ok. C'est pas grave. C'est là. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Bien, je vais vous montrer un extrait de la bataille d'Alger. Ah, c'est pas ça.
Ça a sauté. C'était là. Ah, ça saute à chaque fois. Voilà. Ça. C'est bon. Bien. Oui, là, il y a la liste interminable de prix que le film a obtenu dans les différents festivals. Sans faire dans l'histoire, j'aurais été mieux pour toi. Il a finalement craché le morceau. Salut du bébé. Ça non, t'inquiète pas, va. Allez, voilà un coup. Ça va te remettre. Allez, fais pas de bille, mon vieux, viens. Bravo. C'est vrai. On dirait oui, croire rue des Abderrames. Il faut l'habiller. Alors, l'écran, c'est fini maintenant, il ne peut plus rien arriver, encore un petit effort. Est-ce que tu peux te tenir debout? Lâchez-le. Tiens, mets ça. Ça te va très bien. Maintenant, on va aller à la casta et avec ça, il nous faut rebattre quand même. Tu as compris? Tu vas nous indiquer l'endroit où se cache la pointe. Après, tu seras libre. Donnez-lui une cassette et dis-le. Intégration. Alors, on n'est pas du tout avec toi.
Habillé à point. La maison est fermée. Il n'y a plus rien à faire. François, fais d'abord sortir l'enfant et la femme. Ensuite, l'homme qui est avec toi. Et après, tu sortiras. Laissez les armes sur place. Fais pas le pont, Ali, t'es foutu. Tu es sous le feu des mitraillettes. Tu n'as aucune chance. T'as figé? Ali, tu m'entends? Écoute bien. Tu es le dernier. Il n'y a plus rien à faire. L'organisation n'existe plus. Ils sont tous morts ou en prison. Si tu sors maintenant, tu auras un procès régulier. Allez, décide-toi. Voilà. Donc, la séquence d'ouverture de la bataille d'Alger. Alors évidemment, le film commence in medias res avec la pratique de la torture, ou le résultat de celle-ci, et c'est un sujet qui n'avait pas été traité de la sorte auparavant. C'est ce qui a posé problème. Ce qu'il y a de troublant pour moi, c'est qu'il y a des éléments d'italianité extrêmement présents du cinéma italien des années 60, avec par exemple le recours à la musique de Bach, la Passion selon saint Matthieu, quand le personnage algérien va vers la fenêtre et crie non. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans le cinéma de Pasolini. Pensez à Acatone ou Mamma Roma, des films du début des années 60. Donc il y a également un rapport intéressant entre l'Algérie et l'Italie. Luchino Visconti, par exemple, fera son adaptation de L'Étranger de Camus en Algérie en 67. Et Gianni Amiello, en 2012, fera l'adaptation du Premier Homme en Algérie, également, avec Jacques Gamblin. Donc il y a ces éléments-là qui sont extrêmement intéressants. Mais comme je l'ai dit précédemment, nous avons affaire à un réalisateur marxiste qui a vu les films d'Eisenstein, et en termes de composition de l'image, il y a des références très claires à la grève au cuirassé Potemkin. Plus à la grève, dans l'une des dernières séquences où les Cosaques se livrent à la répression la plus sévère dans un immeuble où on a tout ce système de lignes verticales et horizontales qui obstruent l'espace. Et c'est ce qui se passe ici avec l'intervention de l'armée française quand elle entre dans la Casbah, où on a des cadres internes qui sont redoublés avec des ouvertures et qui créent des effets de contraste extrêmement saisissants. Et bien entendu, le film va idéaliser les visages, finalement, des militants du FLN, les isoler dans le contre-champ et en même temps mettre en valeur leur visage à la faveur de gros plans et de contrastes extrêmement intéressants entre noir et blanc. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, merci beaucoup Kamel pour ce voyage à travers le temps où tu as développé beaucoup de sujets très, très intéressants que nous n'avons malheureusement pas le temps d'approfondir ici parce que le temps nous a échappé et on est obligé de passer directement. Donc au prochain intervenant. Donc si vous avez des questions, je vous propose de les poser pendant la prochaine pause où tu seras toujours là, n'est-ce pas? Donc Kamel pourra vous répondre pendant la pause café qui va suivre. Donc merci beaucoup Kamel. Oui, je vous remercie de votre attention. C'est vrai que j'ai débordé. J'étais un peu. Vous pourriez répondre à une question pendant qu'on s'installe? Oui. Ouais. Allô? Nous avons juste le temps pour une seule question, peut-être, pendant qu'on s'installe pour la prochaine intervenance. S'il y a une question. Non? Vous n'avez pas mentionné le film L'Algérie. Comment vous commenteriez ce film? C'est un film algérien, franco-algérien, je crois, qui date juste après la guerre civile en Algérie. Juste après. C'est Viva l'Algérie. Oui, voilà. Viva oui. De Nadir Moknesh. Voilà. Oui, c'est un film extrêmement intéressant, là aussi.
avec cette représentation des femmes qui ont une parole très libérée. Le personnage principal est absolument exquis. Et d'ailleurs, le réalisateur Nadir Moknesh a eu quelques problèmes, à tel point que certaines séquences ont dû être tournées au Maroc pour des raisons de sécurité. Donc, et il a fait une suite, et c'est un film que l'on peut voir sous l'aspect de la féminisation du cinéma algérien. Donc, au même titre que Madame Chouir et d'autres réalisatrices. Même si ici, il s'agit d'un réalisateur, en l'occurrence. Super, merci. Je dois t'emprunter le micro. Oui. Voilà. Hop. Et voilà.